Jean Kinable, ik ben blij dat er zoveel volk is. Bienvenue tout le monde à cette soirée. Je donne la parole à Anne-Françoise qui va introduire monsieur Kinable. Ja. Ook eerst in het Nederlands. Beste vrienden en collega's, bedankt dat je vanavond hier bent om naar een lezing in het Frans te luisteren. We zullen proberen niet te snel spreken, maar als het te snel is, alsjeblieft, vertel het ons. Dank je. Chers amis et collègues, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour cette balade patho-analytique. Que donnerait à entendre ce titre? De Zondi à nos jours, en passant par Jacques Scott et les développements de l'école de Louvain, il pourrait s'agir de se balader, mais avec un seul L tout d'abord, au sens de la promenade, peut-être plutôt d'un voyage, un voyage dans le temps, dans une pensée, une certaine conception de la maladie mentale, mais aussi un test qui se pratique encore aujourd'hui, dans des lieux particuliers comme les établissements pénitentiaires, mais aussi en santé mentale, tout comme en privé, dans des cours d'une thérapie, voire d'une analyse. De la schizanalyse, l'analyse du destin de Zondi et la création de son test en 1947, son triple système, à la conception patho-analytique où le pathologique révèle le normal, introduit par Jacques Scott, à des développements plus actuels, soutenus notamment par notre invité de ce soir, la balade zondienne ouvre des voies diagnostiques, cliniques, thérapeutiques, théoriques, des voies processuelles, mouvantes, dynamiques, qui peuvent intéresser la clinique actuelle, mais aussi parler aux psychanalystes, dans une conception non plus essentiellement structurale. On peut se balader seul. S'approprier le zombie demande sûrement un grand investissement personnel. Mais c'est souvent plus agréable de se balader à plusieurs, surtout quand on est bien accompagné. Vous voyez autour de nous plusieurs de nos collègues du séminaire Zondi. Certains sont parmi vous, d'autres n'ont pas pu être là ce soir. Nous allons procéder selon une formule originale, puisque nous avons prévu d'adresser des questions tour à tour à Jean Kinable, qui est invité d'y réagir. Il y a un texte écrit en français de Jean Kinable intitulé « La souffrance mélancolique, un moi en peine de lui-même en tant qu'objet autant que sujet de soi » est sera disponible en fin de conférence pour ceux que ça intéresse. Je fais une toute petite remarque. Je suis vraiment désolée, mais j'ai fait un acte manqué. Voilà. Et j'ai oublié, enfin je n'ai pas le texte. D'accord. Mais donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à recevoir ce texte à mettre leur adresse mail sur une feuille qu'on vous présentera en fin de séance et vous recevrez le texte électronique chez vous. Voilà. Désolée. Merci. Alors en balade, c'est vrai qu'il y en a souvent un qui prend les devants pour indiquer le chemin, donner la direction, faire fonctionner la boussole et sans doute le GPS plus actuellement. Faut-il donc présenter Jean Kinable? Beaucoup l'ont eu comme professeur à la faculté de psychologie et ou de criminologie de l'UCL. Certains d'entre vous l'ont connu comme collègue, voire il paraît en tant qu'étudiant lui-même sur les bancs de l'université. Il est aujourd'hui professeur émérite, un très beau mot pour dire une retraite bien méritée. Il a donc tout le temps de se balader, un peu avec nous, et ce pour notre plus grande chance. J'en profite pour le remercier pour la transmission généreuse au séminaire, et pas seulement quand il fait Saint-Nicolas. En termes de générosité, on peut aussi, peut-être plutôt, et c'est comme ça que nous l'avions écrit dans le titre balade avec deux L. Une balade, c'est une poésie, une forme de poésie. Tant son intérêt pour la langue et l'étymologie transparaît dans tous ses écrits,
ces interventions et en est souvent le fil conducteur. Vous jouez, vous jonglez avec les mots pour notre plus grand intérêt et plaisir. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, c'est-à-dire que dans cette introduction, j'aurais voulu revenir un instant sur un point que Anne-Françoise a tenu à souligner. C'est tout ensemble la référence à la poésie et le goût de la langue. Avec cette insistance sur l'importance des mots pour pouvoir dire ce que nous sommes en instance de signifier. Il me semble qu'il y a lieu de reconnaître aux mots eux-mêmes, pour dire ce qu'est à dire, une éloquence tout à fait spécifique et intrinsèque qui est inhérente à ce dont ils sont constitués. Alors pour moi, cela ne me conduit nullement à procéder en cédant aux tentations des jeux de mots, à la façon dont ils sont tellement prisés par un certain lacanisme. Je partagerai plus volontiers avec les poètes cette attitude que leur prête Stéphane Mallarmé quand il parle de céder l'initiative aux mots. Tout comme Paul Valéry préconise, comme il dit, d'écrire au moyen à partir des mots, tandis que le mode universel est d'écrire malgré les mots, d'écrire contre les mots, et de s'en servir sans les percevoir, de placer l'attention dans l'objet et dans le résultat. Au fond, comme s'il ne s'agissait là que d'outils à disposition et à utiliser au mieux, en suivant une notice préalable du bon emploi, pour servir des finalités dont il ne serait au fond que des truchements exploitables sans qu'on ne songe à leur accorder d'autres valeurs que utilitaristes et fonctionnalistes. Les manières de dire seraient sans importance propre, voire interchangeables, du moment que le message aboutit au but qui était fixé. Or, une attention singulière au choix des mots, soucieuse de l'art de la formulation et d'une créativité dans les ressources de la formulabilité, et ça me paraît correspondre à un fil rouge capital tout au long de l'œuvre de Freud. Pour n'en retenir qu'un exemple, je trouve majeur, pensons au terme de pulsion, promis à devenir un concept essentiel tout en provenant en allemand du langage le plus quotidien, sans aucun équivalent avec ce qu'il en est en français, comme le soulignait avec plaisir et volontiers Scott. Mais justement, dans le premier de ses essais de métapsychologie, alors qu'il s'apprête à promouvoir un concept aussi fondamental à la théorie que celui de pulsion lié à celui de destin de la pulsion, Freud commence par consacrer quelques paragraphes que je trouve tout à fait lumineux au travail de conceptualisation, de théorisation. Celui-ci est alors présenté comme appelé à se déployer à partir de la singularité des expériences dont la pratique clinique et ses dispositifs, pour autant qu'ils soient appropriés, rendent possible la révélation. Donc la venue au jour et la prise de connaissance, ainsi qu'à trouver les mots mêmes par lesquels les patients trouvent à signifier ce qu'ils entendent dire ou ce qu'ils cherchent à dire, tout en entendant vous en faire part, vous en parler, en s'en ouvrant à vous et en vous y impliquant. Et c'est ainsi que des termes qui sont d'usage courant dans les échanges quotidiens, et ce sont bien sûr des termes qui sont judicieusement retenus, et qui sont choisis de prime abord pour ensuite alors être affilés, affûtés, ajustés, pour décrire tout en finesse toute la délicatesse et les subtilités des phénomènes qui sont ainsi découverts, de manière à en ressaisir les enjeux et à rendre intelligible toute la complexité de ce qui s'y passe. Eh bien, ces termes seront promis alors à connaître en toute rigueur cette élaboration conceptualisatrice qui ne les délestera pour autant jamais, cependant, de cette référence empirique à la clinique, à ses vérités et à ses réalités. Alors, à lire Freud, on se rend compte
me semble-t-il, combien en ce travail de théorisation, il témoignait d'un sens aigu de la valeur expressive des mots, ainsi que des jeux de langage, ceux notamment dont use par exemple l'esprit, pour surprendre de ses traits, et dont témoignent alors aussi bien d'autres ruses encore qui sont propres aux dites formations de l'inconscient. Mais on peut également se rendre compte combien Freud faisait preuve d'un art consommé pour tirer parti de la richesse des offres de signifiance qui sont proposées par la langue et qui sont véhiculées à travers les mots tels que leur étymologie, mais aussi leur composition, leur structuration et l'histoire de leurs usages évolutifs en ont forgé les sens possibles et les innovations acceptables, qui restent sensées. Et on sait que les affres de la traduction sont bien là pour montrer, pour souligner la portée de cette difficulté, parce qu'il y a une intransposabilité des multiples nuances et résonances que véhiculent les mots. Scott, le polyglotte qu'il était, aimait aussi insister, mettre en évidence l'importance d'une réflexion à partir justement des mots. Alors, m'inscrivant dans une telle ligne, je me demande toujours ce que disent les mots déjà d'eux-mêmes, intrinsèquement, et de par leur étymologie, donc leur racine, leur provenance, leur parenté étymologique, et de par leur formation, à partir des composantes qui les composent, et qui viennent alors s'adjoindre progressivement, et de par les moments de l'histoire où ils apparaissent, et de par la significativité encore potentielle dont ils s'avèrent porteurs, et de par leur usage et l'évolution de leur actualisation en de nouveaux champs d'application, voire à travers les transpositions métaphoriques auxquelles ils se prêtent. Alors une question corrélative qui va toujours sembler, ou en tout cas qui m'a toujours intéressé également, c'est de savoir comment et pourquoi une langue, en fonction de son génie propre, choisit de dire les choses à l'aide de tel mot et non pas de tel autre. Au besoin en composant de nouveaux, ou en inventant une toute autre acception des mêmes termes. D'où vient cette nécessité de se doter d'innovation ou de renouveler le vocabulaire. Et donc choisir de formuler ce à quoi on a affaire par tel mode d'expression ou selon telle tournure, est-ce que cela ne nous en apprendrait pas quant à ce que sont ces choses en cause, quant à ce dont il s'y agit et quant à ce que l'on peut prétendre en signifier? N'est-ce pas révélateur des modes d'apparition pour nous, des phénomènes qui nous requièrent? Donc les mots pour les dire les présentent déjà, au fond électivement, sous tel ou tel de leur aspect. J'ai toujours trouvé là une source de réflexion riche en révélations et en découvertes quant à ce à quoi nous avons affaire et avec quoi nous avons à nous expliquer. Alors c'est dans cet esprit que j'ai par exemple consacré tout un développement au terme de déréliction, grâce auquel ressaisir la dimension abandonnée qui est au vif de la mélancolie. Et alors dans mon chef, ce développement conflue avec le repérage d'une même problématique abandonnique dans le mot délinquance. Et partant, donc, dans des phénomènes délictueux, terminologiques participent au fond d'une même étymologie que déréliction. Alors je dirais que comme francophones, nous avons en quelque sorte la chance que les agents de criminalité s'appellent en français des délinquants, plutôt que par exemple des malfaiteurs, comme en allemand, ou comme des offenseurs, comme le dit l'anglais. La racine commune, c'est le verbe lincere, en latin, qui veut dire laisser, abandonner, lâcher, rompre. Alors dans délincere, dont est issu délinquant, il y a le préfixe dé, qui est venu s'adjoindre au verbe de base, ne signifie pas ici, tout comme par exemple dans délaisser ou dans dépeindre, ça ne signifie pas une poussée à l'extrême de l'action et alors son accomplissement, si vous voulez, qui irait jusqu'au bout et à son terme, mais ça signifie bien plutôt, comme dans dénaturer ou dans démobiliser ou dans défaire,
Délinquere, c'est s'ingénier à faire le contraire de l'action concernée. C'est au fond la nier ou la récuser, ou s'insurger à son encontre, s'arranger pour ne pas avoir à lâcher, à perdre, à renoncer, quant à ce qu'il s'agirait de lâcher et de délaisser. Bref, c'est ne pas avoir à en faire son deuil. En revanche, ce qu'exprime des réductions, c'est un état du sujet du verbe en cause, en tant qu'il a été sujet à un acte d'abandon agi par l'autre ou par un autre que lui, tant qu'il en a été l'objet. Alors, comme vous savez, les grammaires à déclinaison, dans ces grammaires à déclinaison, être l'objet d'une action, c'est se retrouver mis à l'accusatif, ayant à accuser réception de ce qui vous arrive. Mais alors, ce qui peut poindre tout de suite, c'est cette interrogation douloureuse. En avoir été ainsi l'objet, qu'est-ce que cela me signifie de moi-même, du point de vue de l'autre, de cet agent, de cet agir à mon égard? Cet agir de l'autre correspondrait-il à une mise en accusation culpabilisante, à une inculpation, laquelle tiendrait-elle à ce que je sois, à qui je suis et à ce que je suis, ou bien à ce que j'ai fait? Autrement dit, est-ce moi qui moi-même me suis ainsi fait abandonner? Y suis-je pour quelque chose? En quoi, pourquoi et comment? Quant à être, quant à faire, quant à avoir? N'aurais-je pas mérité de ne pas être abandonné, pour au contraire me faire accepter, admettre, accueillir, recueillir, plutôt que justement de me retrouver délaissé et livré à ma détresse? En quoi, au fond, ai-je démérité d'une acceptation qui serait donc l'inverse de cet abandon? Est-ce que cette détresse résulterait d'une condamnation? Est-ce que ce serait une peine d'expiation? Même si les raisons en resteraient difficiles à déterminer. Et c'est une problématique sur laquelle j'ai eu l'occasion d'assister à propos de mon texte, dans mon texte sur la mélancolie. Bien, voilà moi. Ok. Cette remarque sur le goût de la langue et de la raison de la poésie. On va entrer plus au vif dans le sujet de la mélancolie. Nous avons 4 groupes de questions, si vous voulez. On n'arrivera certainement pas au bout, mais on va commencer par le premier groupe. Et nous sommes 3 à poser une question. Nous allons poser l'une après l'autre. La mienne. Donc, contrairement à la manie et à la dépression que l'on voit apparaître dans le C à droite, Zondi n'a pas retenu la mélancolie comme telle au titre de maladie pulsionnelle pour établir son triple système pulsionnel. Il voyait plutôt dans la mélancolie une forme de psychotisation d'une problématique contactuelle. Par contre, il a établi le profil du mélancolique que l'on vous a mis là. Donc, ma question est celle-ci: pourquoi n'a-t-il pas retenu cette maladie-là et comment il s'illustre cette conception à partir de ce profil établi? La question suivante. C'est moi. Donc ma question c'est, on sait que le Zondi considère la dynamique psychique humaine en 4 vecteurs et en 8 facteurs. Quel plus cela apporte-t-il aux 3 catégories freudiennes, névrose, psychose, perversion? Et quel est l'apport plus particulier de la dimension contactuelle dans la prise en compte de la mélancolie? Moi j'avais 2 questions. Donc la première c'est comment le Zondi peut-il nous aider à différencier dépression et mélancolie? Et ma deuxième question
vous avez écrit un texte intitulé « La psychopathie au soleil noir de la mélancolie », pour l'interrogation. Pouvez-vous reprendre les liens zondiens entre psychopathie et mélancolie? Ça pourrait déjà nous occuper très longtemps. Hein. Mais je voudrais commencer par un rappel préalable. Hein. Donc, ce système a été conçu à propos de la psychopathologie, hein, laquelle est pensée dans une perspective patho-analytique. Mais donc, le système des racines pulsionnelles offre en matière de phénomènes psychiques une grille de lecture et d'analyse, c'est-à-dire une grille à la fois de discrimination et de repérage identificateur, une grille d'interprétation et de construction, voire même une grille de conceptualisation et de modélisation. Alors, c'est une grille qui distingue des registres existentiels qui seraient donc spécifiquement, et avec les enjeux dont il s'agit, et avec tous les processus qui sont destinés à les traiter ou à en traiter, et avec toutes les lois de fonctionnement de leur déroulement. Alors, ce sont des registres qui trouveraient à s'illustrer, et je dirais aussi à se démontrer, grâce aux manifestations de troubles dont les logiques et du pathos en cause relèvent des registres en cause. Donc c'est une grille qui incite ou invite à considérer chacun de ces registres tel le lieu d'une dramatique qui au fond est mise en branle par une crise qui est potentiellement traumatogène, crise alors que la dramaturgie qui se trouve dès lors mise en œuvre a vocation de parvenir à élaborer. Et ce qu'il y a de critique pourrait se formuler en disant que ce qui vient s'imposer, c'est la nécessité, au fond, d'avoir à renoncer à ce dont la jouissance vous était acquise, semble-t-il jusque-là, et de trouver alors à et comment parvenir à y renoncer. Donc le travail requis à cette fin peut s'envisager sur le modèle d'une forme de deuil, à laquelle il s'agira d'être à même de procéder. Alors, dans le cas du contact, la crise, c'est celle de la naissance, qui, vous séparant de la génitrice et vous privant de la nidification au sein de l'habitat prénatal, vous met en demeure de parvenir à vous passer de cette complétude bienheureuse, fusionnelle et indualique, pour naître à soi, au monde et à autrui, en ayant désormais à prendre contact par vous-même. Ce qui peut se faire à travers différentes voies et moyens. Alors venons-en, si vous voulez, à cette question, mais pourquoi la mélancolie ne figure-t-elle pas comme telle dans le tableau des maladies et de certains malades en lesquels donc elle trouverait à s'actualiser? Maladies et malades considérés comme étant les mieux représentatifs de ces facteurs radicaux et des tendances antagonistes qui les divisent en les partageant de l'intérieur. Mais c'est une question qui me paraît appeler trois remarques. Premièrement, il est très possible que les portraits de dépressifs mélancolisés aient été retenus parmi les photos du test. Deuxième remarque, il y a bien d'autres figures et d'autres formes de possible pathologisation de l'existence qui n'ont pas été retenues à titre de représentants singulièrement et spécifiquement représentatifs de ces racines et de ces radicaux pulsionnels. Tandis que, vu les évolutions récentes dans la nosographie, on peut tout autant s'étonner d'encore y trouver des atteintes dont le statut de maladie à proprement parler serait contestable pour d'aucuns. Ainsi, on peut se demander pourquoi les pathologisations de la vie sexuelle ne s'en tiennent pas aux seules perversions, mais incluent toujours les inversions, voire les interversions, allant de l'homosexualité au transsexualisme. Mais peut-être que le plus flagrant encore, c'est que dans le champ des névroses,
ce n'est pas le couple hystérie-obsession qui figure, alors que depuis la création par Freud de cette nouvelle catégorie nosologique de la névrose de contrainte, c'est cette dualité-là qui a été consacrée par la psychanalyse dans son abord des névroses. Bien, Zandi a maintenu, sans y substituer justement le couple hystérie-obsession, le binôme hystérie-épilepsie, ou l'hystéro-épilepsie, qui, avant Freud, servait de paradigme pour concevoir la logique des organisations névrotiques. C'est une option qui résiste également à ce mouvement qui a dissocié et qui a autonomisé la neurologie de la psychiatrie et qui, suite à l'invention technologique de l'enregistrement électroencéphalographique, a expatrié l'épilepsie de la psychiatrie pour la confiner à la seule neurologie. Pour Zandi, l'épilepsie appartient de plein droit au registre névrotique et illustre alors l'une des destinées majeures dans une paroxysmalité de l'affect, comme active au cœur même de la logique névrotique, jusqu'à définir au fond un type de personnalité, un mode d'existence et un style de vie auquel justement on peut attribuer la qualification de épileptoïde. Et cela indépendamment de toute perturbation neurologique éventuelle. Mais on peut remarquer aussi que la mélancolie, que l'on peut concevoir comme étant, en tout cas dans la perspective zondienne, une psychose, ne figure pas davantage dans le vecteur du moi, où justement ce sont les psychoses qui sont considérées comme étant paradigmatiques, mais justement seulement les schizophrénies, paranoïaques et catatoniques. Autrement dit, ça nous oblige aussi à penser la mélancolie comme étant une psychose, mais d'un autre ordre que les schizophrénies. Et enfin, une troisième remarque, elle va rencontrer également une des préoccupations de Martine. Si dans cette représentativité, il faut reconnaître des affinités électives entre chacun des registres pulsionnels et l'un des champs majeurs de la nosologie, parce que la logique spécifique du pathos qui caractérise ce champ s'originerait dans ce registre-là et en procéderait, on peut proposer de référer au vecteur du moi, les psychoses, au vecteur paroxysmal des névroses, au vecteur sexuel, les inversions et les perversions, et alors au vecteur du contact, les troubles de l'humeur ou les thymopathies, selon leur variation maniaco-dépressive. Cependant, et tout autant, une fois qu'on a articulé en quoi consiste la logique même du pathos et d'une forme de pathologisation à chaque fois spécifique aux psychoses, aux névroses, aux perversions, etc., mais il y a aussi lieu d'envisager la possibilité d'une thymopathisation, d'un pervertissement-intervertissement, d'une névrotisation et d'une psychotisation de chacun des registres existentiels. Alors, dans de telles perspectives, il existe bien des formations pathologiques, et de sortes différentes d'ailleurs, qui ressortissent au registre du contact sans relever d'une psychotisation de celui-ci. Comme c'est le cas, par exemple, dans la psychose mélancolique, là il y a véritablement psychotisation. Autant que dans la manie psychotique, où, au fond, c'est la tournure délirante qui est décisive. On peut se déprimer gravement, passer par un épisode d'humeur dépressive, où l'on sombre dans les ténèbres de l'humeur noire, où on s'épuise dans l'inaction, où on s'éteint quant à être encore présent, sans pour autant qu'il ne s'y avère aussi une radicale mise en cause du moi lui-même, ainsi qu'il en va dans la mélancolie. Ça a d'ailleurs été un cheval, je suppose que vous le savez, de bataille de Scott, notamment dans son texte, comme dans la vie en psychiatrie, les perturbations de l'humeur comme trouble de base de l'existence, qui a été repris en 1990 dans Zandi avec Freud, sur la voie d'une psychiatrie pulsionnelle. Donc le cheval de bataille d'insister sur la nécessité d'opérer une nette distinction entre les simples et purs troubles de l'humeur et leur complexification psychotique.
donc entre dépression et mélancolie. De même pour la manie, avec alors ici, si vous voulez, cette ambiguïté supplémentaire qu'à travers le terme de manie, notamment quand on s'en sert comme suffixe, comme dans toxicomanie par exemple, mais manie n'a pas le même sens que par exemple dans mégalomanie. Ce qui est désigné, c'est ce qu'on appelle aussi des addictions, dans l'idée que tout agir au fond est susceptible de se maniacaliser ou de se passionnaliser compulsivement et de connaître donc une tournure addictive. Alors, ceci étant rappelé, pour ce qu'il en serait des troubles qui relèvent spécifiquement du contact, c'est-à-dire troubles de sang, quoi, il est dans la nature même du contact de s'avérer passif, de se pathologiser en lui-même, de lui-même par lui-même, et ça sous différents possibles, bien, je regroupe volontiers au fond les manifestations suivantes, en suivant d'ailleurs en cela des suggestions de Zoldy, mais aussi en les dépassant. Tout d'abord, les troubles maniaco-dépressifs qui consistent purement et simplement en une perturbation de l'humeur, sans qu'on intervienne des complications supplémentaires d'un autre ordre. À la limite, ça peut être des complications aussi bien psychotiques que névrotiques que perverties, inverties. Ensuite, alors, les manies. Quand ce terme prend un sens différent de celui où il fonctionne pour situer le pôle antagoniste de la dépression, autant que pour désigner alors des formations délirantes, sans doute psychotiques, comme dans mégalomanie, érotomanie, folie de la culpabilité, de l'indignité, de la petitesse, etc. Ici, manie signifie qu'une conduite s'impose compulsivement, à propos de laquelle on parle donc aussi de dépendance, d'assuétude, etc. Et l'on forgera alors toute une série de vocables où il est question de dipsomanie, alcoolomanie, dromomanie, kleptomanie, ludomanie et autres boulimies ou anorexie que par exemple Zoldy appelle la manie de la maigreur, ou alors dans d'autres registres encore, la nymphomanie, le donjuanisme, la pyromanie, la mythomanie, etc. Alors troisièmement, et ça je dirais que c'est par un de ces versants décisifs, on peut y inscrire aussi la psychopathie. En tout cas dans ces manifestations de délinquance, de déviance et de marginalisation, du fait qu'il y a un investissement singulier du recours au passage à l'acte. Enfin, quatrièmement, on peut justement parler de l'abandonnisme, ou du syndrome d'abandon, duquel d'ailleurs Zoldy parle parfois en termes de manie de l'acceptation, au sens d'une quête éperdue, d'ailleurs souvent désespérée, de se faire accepter inconditionnellement par autrui, afin plutôt de contredire et contrer cet abandonnisme en souffrance. Mais alors, en outre, il me semble même, allant donc un peu au-delà des propositions zondiennes, en tout cas explicites, mais en les poursuivant dans le prolongement des perspectives que ces conceptions ont ouvertes, on pourrait également, me semble-t-il, envisager dans quelle mesure ne serait pas aussi inscrire en ce champ, d'une part, certains troubles dits psychosomatiques, et d'autre part, ces pathologies qui ont été plus récemment baptisées du terme état limite et personnalité au narcissisme singulièrement vulnérable, donc en peine de s'assurer, devant toujours se prouver ou se démontrer. Bref, si vous voulez, toutes ces pathologies où ce qui se pose comme problème, c'est la délimitation discrimination de soi et la valorisation de soi. Alors, ce sont là des propositions plus hypothétiques, telles que, au fond, des présomptions qui sont un peu en attente de ce à quoi ça pourrait nous mener que d'adopter un tel point de vue. Alors, sans poursuivre dans ce sens, je reviendrai sur la question de la mélancolie et de la psychopathie, il me paraît important de souligner, au fond, l'intérêt que je vois, moi, à ce rassemblement qui situe, au sens d'ancrer et d'enraciner, tous ces différents troubles dans le registre des pathologisations possibles du contact. Et c'est un intérêt qui me semble double, dans la mesure où, pour pouvoir en rendre compte et raison, ça nous oblige au fond à deux démarches. Une première démarche,
c'est d'approfondir la conceptualisation de cette dimension contactuelle de l'existence. Dimension donc de laquelle tous ces troubles seraient autant de révélations patho-analytiques. Et deuxième démarche, au sujet de chacun de ces troubles et de tous, qui seraient donc les formes différentes de pathologisation possible du contact, il faut alors analyser tant, d'une part, leur commune appartenance à une même parenté pathologique, ou à une même confédération de troubles qui concernent ce registre. Y aurait-il là un commun dénominateur qu'ils partageraient? Que d'autre part, leur généalogie, leur engendrement, leur pathogenèse, en tant que c'est un engendrement qui se produit à partir au sujet des mêmes problématiques critiques, des mêmes racines, des mêmes ressorts dramatiques, mais pour donner lieu à des formations ou à des structurations qui présenteront à la fois des similitudes et des différences entre elles. Mais dès lors, dans chacune de ces diverses solutions spécifiques caractéristiques de la forme de psychopathologie considérée, donc solution apportée au fond à une même problématique de base qui se trouverait en souffrance différemment d'une formation pathologique à l'autre, mais dans chacune de ces formes, on pourra retrouver aussi des échos assourdis de ce qui se manifeste de façon beaucoup plus flagrante, explicitement exprimée, sous la figure de ces autres variations, de ces autres troubles apparentés. Ainsi pourra-t-on retrouver dans tous ces troubles, me semble-t-il, la présence constante, sous-jacente, d'une maniaco-dépressivité immorale de fond. Ainsi, certains spécialistes, par exemple, diront que les psychopathies sont au fond des thymopathies. Et Scott en viendra alors progressivement à qualifier les manifestations pathologiques de ce registre de thymopsychopathie. Mais on pourra aussi retrouver la souffrance de l'abandonnisme, comme se laissant entendre tantôt à bas bruit, tantôt sur un mode plein de fureur, à travers diverses formes toutes ces diverses formes de troubles. Alors bien sûr, il ne s'agira pas de confondre ni d'amalgamer ces types de troubles entre eux. En effet, si toutes ces maladies peuvent être légitimement, à condition qu'elles le soient, considérées comme représentatives des pathologies contactuelles, elles ne le sont ni au même titre, ni de la même façon. Et donc, ce qu'il s'agirait encore de résoudre, c'est la question que nous pourrions former de la façon suivante, à partir au surfond des thymopathies les plus simples, les plus élémentaires, les plus basales, les plus purement contactuelles, qui sont aussi primordiales, donc les plus primitives génétiquement et historiquement dans le devenir de l'être humain, à savoir donc ces atteintes de l'humeur, à partir de là, comment, pourquoi, et suivant quel principe de style et quelle logique spécifique de pathos, vont alors s'élaborer et s'organiser des modes de fonctionnement en quête de solutions que l'on peut définir comme caractéristiques, premièrement, de la passionnalisation sous forme de manie ou d'addiction, deuxièmement de l'abandonnisme, troisièmement de la psychopathisation, quatrièmement de la somatisation, cinquièmement de l'altération des délimitations de soi et de la narcissisation de soi, et finalement alors aussi des formations psychotiques. Mais une autre question, me semble-t-il, encore qui peut surgir, c'est par exemple celle de se demander en quoi et comment tel trouble, qui est bien un trouble du contact, est en mesure d'intervenir dans la logique d'autres origines de la pathologie, éventuellement comme remède aux souffrances qui entraînent ces pathologies, par exemple d'ordre névrotique ou psychotique, etc. Alors un exemple évidemment ici très révélateur, c'est celui du recours à la toxicomanie comme moyen de faire taire des problématiques de tout autre ordre. Alors en ayant un peu cadré ainsi les choses, j'en viens alors à la question des rapports entre psychopathie et mélancolie. Je me contenterai d'indiquer ici deux pistes, que je ne reparcourrai pas, parce que ça nous entraînerait vraiment de très longs développements, parce que j'ai déjà consacré plusieurs écrits. Une première piste figure dans le texte que Laurence a évoqué,
qui était une contribution à un colloque tenu à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, sous le titre « Mélancolie, entre souffrance et culture ». Et la mise en contraste de ces pathologies, donc de la mélancolie et de la psychopathie, a été pour moi l'occasion de mettre en évidence une opposition entre deux façons de se faire sujet à et des actes à mettre à son actif. L'opposition entre la position d'agent et celle d'auteur, pardon. Alors, si on a le temps, j'y reviendrai à propos d'une autre question qui va m'être posée. Ici, je me contenterai de reprendre, au fond, en condensé, quelques aspects sur lesquels cette mise en contraste attire l'attention, tout en y apportant certains éclairages. Au fond, la psychopathie, avec le recours à la solution du passage à l'acte, serait à envisager comme polarisée sur la catégorie de l'agent, tandis que la mélancolie le serait sur la catégorie de l'auteur. Là où il y a d'un côté une impérieuse nécessité de recourir à l'agir et d'y occuper alors offensivement la position d'agent, de l'autre côté, c'est l'abstention et l'inhibition généralisée de l'activité même qui s'imposent, comme s'il n'était pas possible de s'en faire l'auteur sans commettre quelque crime. L'un éprouve la contrainte, ou la passion, de se faire agent à tout prix et absolument, pour se soustraire préventivement à tout risque que lui ferait encourir la posture contraire de patient. Tandis que l'autre, le mélancolique, se pétrifie et s'immobilise sous la charge coupable de devenir l'auteur de soi-même. Alors que la condition d'auteur s'y trouve radicalement en cause, c'est en cela que consiste, dans la mélancolie, sa dimension proprement, je dirais, psychotique. Et alors le malheur ou la malédiction, jusqu'au délire, du destin d'auteur. Alors c'est un point de vue qui se trouve longuement explicité dans le texte, qui est intitulé « La souffrance mélancolique en moins peine de lui-même en tant qu'objet autant que sujet de soi ». Aussi, je ne me concentrerai pas sur lui ici, pour retenir plutôt, si vous voulez, la dramatique du psychopathe. Si l'agir s'impose à l'intéressé au point d'y être emporté impulsivement ou compulsivement, c'est qu'il trouve dans l'opération du passage à l'acte la procédure même d'une subjectivation de soi, ainsi que d'un positionnement en personne, autant que d'une identification selon un certain idéal de valeur. Et ceci du seul fait que le passeur à l'acte occupe la fonction d'agent, en délogeant tout autre qui pourrait prétendre s'en emparer. Et à ce titre, il se fait être quelqu'un et se confère une identité selon certains idéaux auxquels il prétend par là même coïncider en réalité. Et sans cette prise de position, il ne serait à l'inverse personne et ne compterait pour rien. Donc un mobile et un motif, si vous voulez, ou un ressort et un transport, poussant à un tel agir à tout prix, en occupant le lieu de l'agence, de ce qu'il risque en advenir de soi, ce serait de poursuivre l'objectif de ne surtout pas se retrouver en position de patient, et dès lors en danger, radicalement impuissant, d'être livré à ce que des agences étrangères auraient le pouvoir de faire de lui et de lui faire subir. Il serait alors exposé à toutes les persécutions possibles à partir d'autre que soi, au risque finalement de sa propre annexion, ou de son annulation, de son aliénation, de son annihilation, voire complètement sa néantisation. On pourrait d'ailleurs y reconnaître également quelque chose de l'identification agresseur. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir à propos d'une question qui concerne l'introjections. Voilà donc, si vous voulez, esquisser la première piste.
Alors pour signaler quel serait le tracé de la seconde piste, au fond il me faudrait à la limite remonter à ce qui avait déjà été la démarche de mon mémoire de licence pour s'enchaîner ensuite avec mes travaux de thèse de doctorat. Cette mise à l'ouvrage avait été, ou avait pris son départ, mais du côté de la lecture de la thèse en criminologie de Léon Cassirs. Dans le même temps que par ailleurs, se produisait pour moi, lors d'un stage, ma toute première rencontre clinique avec la délinquance. Donc ça remonte à 68, donc il y a 50 ans. Mais c'est là, si vous voulez, qu'un fil rouge décisif pour moi m'a été procuré par l'œuvre zondienne et sa façon originale d'aborder la psychopathie. Alors, je ne vais pas reprendre ici tous les développements au long desquels j'ai pu dérouler ce fil zondien, tout en tissant alors une certaine trame de ce qui se joue au vif du drame de la psychopathie. Mon dernier écrit creusant un peu cette ligne de recherche est paru fin 2016 dans Zondiana sous le titre « Finacé avec la loi naturelle en cause au vif de la partie destinée à se jouer par vecteur ». Donc l'originalité, si vous voulez, de Zondi dans son abord de la psychopathie tient à ce que plutôt que de l'assigner à l'un des registres pulsionnels, dont il proposera alors une représentativité révélatrice de ce qui le constitue, d'emblée, Zondi traite de la logique définitoire d'une telle forme de pathos comme susceptible de s'en prendre à plusieurs registres, voire à tous, et de s'y actualiser alors en se conformant à la dramatique spécifique dont il retourne à chacun des registres impliqués. Et ceci de manière à en déjouer en quelque sorte certains impératifs. C'est ainsi que Zondi s'emploie à décrire tout d'abord une psychopathisation du contact, ensuite une psychopathisation du sexuel, tandis que pour le vecteur paroxysmal, il réfère à des travaux consacrés à la délinquance par l'un de ses collaborateurs. La question d'une éventuelle psychopathisation du moi, semblable à celle qui se passe dans les autres vecteurs, n'est pas posée à proprement parler. Alors, ce en quoi consiste ce stratagème défensif, il va en proposer une analyse à propos du contact, pour la transposer ensuite dans le vecteur sexuel, où est retenue alors à ce titre une des figures de la perversion. Et alors, poursuivant, si vous voulez, sur cette direction de raisonnement, l'écrit dont je vous parlais va évoquer au fond la possibilité d'envisager quelque chose d'équivalent pour les deux autres vecteurs. Alors, ce qui me paraît ici particulièrement intéressant de souligner, c'est que le recours à ce stratagème survient au fond en riposte à la nécessité de procéder à un véritable travail de deuil, que j'évoquais déjà tantôt. Or, la crise spécifique à tout vecteur en appelle à ce que se mette à l'ouvrage un tel travail de deuil, au sens de parvenir à se passer de ce qui est destiné à se perdre en y renonçant, et en s'émancipant alors d'un assujettissement à ce qui est perdu. Cela par une transformation de soi, ou par un transpassement vers des modalités novatrices de s'y référer, œuvrant alors à des possibilités substitutives d'assurer le manque et de lui réserver un sort productif. Eh bien, au contraire d'un tel travail, et afin d'en contrer la nécessité de s'y soustraire, le stratagème correspond au fond à l'affirmation « un perdu, 10 de retrouvé ». Ou peu importe, j'ai le loisir de me procurer de quoi faire sans en souffrir. Alors pour ne pas avoir à s'engager en encourant les risques dans ce que des transformations, des transitions, des substitutions impliquent, comme capacité aussi de morphogenèse, de métamorphose du moi,
c'est tout spécialement grâce à l'exercice de la fonction introjective, ce qui se passe, c'est le recours à quelques remplacements définitifs de ce qui manquerait en prétendant pouvoir le trouver dans la réalité matérielle et tangible disponible à la prise de possession et que l'on serait en mesure de se trouver soi-même sans plus rien devoir à personne d'autre. Dans le contact, ce procédé est considéré comme typiquement maniaque. Et c'est en prenant pour modèle le paradigme de la toxicomanie que Zondi en propose une analyse. Autrement dit, l'acte de prendre une prise de drogue, donc de s'auto-intoxiquer, est conçu tel le recours à une prothèse de secours pour que, malgré ce qui manquerait, tout continue à marcher comme s'il n'en était rien. De la même façon qu'auparavant, ainsi qu'on en aurait joui avant la naissance, comme s'il n'y avait pas perte, manque, rupture, séparation. Ou comme si, au fond, de telles pertes étaient sans conséquence et qu'il n'y avait pas lieu de passer à d'autres démarches afin de contacter sous des modalités inédites vers lesquelles évoluer. On voit donc que les bons offices, si vous voulez, que remplit la maniacalisation ou la maniacalité dans l'invention de la solution de recours à une prothèse, ça par une prise de complément à s'adjoindre, prise définitivement assurée de sa disponibilité, comme dans la figure de la Zucht, que ce soit par la quête d'une remplaçabilité qui serait infiniment offerte, comme dans la Altlosigkeit. Ce dont naître à soi-même autant qu'au monde, voilà l'altérité foncière d'un moi, lequel m'échappe en son étrangeté intrinsèque, tandis que je suis à jamais rivé à mon seul moi imparti. Donc ce dont cette naissance impose et consacre le découplage, la deux-complétude, ainsi que la nécessité d'y renoncer et de trouver comment, par quelle substitution pourrait-on s'en passer, alors que persiste l'aspiration à en jouir, c'est le fameux état d'inceste, de parfaite complétude, comme en atteste la composition, si vous voulez, du terme inceste, qui nie littéralement toute carence. Il s'agit de n'être en rien, ni manquant, ni manqué, qui est une espèce de condition de complétude comblée, intégrale, intègre et intacte, n'ayant nullement à contacter, justement. Ainsi qu'il y aurait gracieusement et généreusement pourvu l'état dans l'univers participatif de l'union fusionnelle plénière et entière, d'avant la naissance. Et donc la prothèse serait une tentative et un moyen magique, par artifice de remplacement, d'en retrouver ou d'en recouvrer ou d'en restituer, sauvegarder réellement quelque chose d'une réalité du même ordre. Eh bien, pour Zondi, ce qui remplirait une fonction équivalente dans le registre sexuel, c'est alors le fétiche pervers. Et pour ma part, alors, j'ai proposé de compléter la série en parlant, dans le vecteur paroxysmal, du recours à un masque de parade, palliant l'affectabilité et l'incitation alors à sauter, c'est-à-dire à pratiquer la résilience, mais au risque d'éclater, ce que le terme sauter dit, alors que dans le vecteur du moi, ce serait le recours à la pseudonymie, dans l'identifiabilité du moi comme auteur de soi. Alors on pourrait conclure, si vous voulez, en disant que ces formations ont en commun de correspondre à des procédés appelés au secours par recours à l'encontre des périls, des dangers, des angoisses qui sont encourus du fait de la crise inhérente à la dynamique vectorielle. Et l'ingéniosité astucieuse du procédé consiste en quelque manière de contournement, de détournement, de rouerie ou de filasserie, justement, rusée, de sorte que celui qui parvient, et il parvient par exemple addictivement, à se doter lui-même de et par lui-même
Donc, loin de toute intervention d'autre que soi, sans la moindre ingérence de la part de l'étranger, ainsi que se produirait aussi la trouvaille de l'objet transitionnel. Donc, se doter d'un tel moyen, semblable à une prothèse ou à un fétiche, eh bien, on s'estime alors avoir, par artifice de son cru, de quoi être en mesure de dénier, de désavouer, de démentir, voire de défier ou simplement d'ignorer la loi qui est au principe de l'activité, de l'animation et de la marche du registre vectoriel concerné. Et donc, ce procédé de se procurer de quoi s'avère correspondre à la mise en place d'une solution de remplacement définitif. Tel un bouche-trou, par une assurance tout risque, en tout cas prétendue, de ce qui serait à perdre, de ce qui serait susceptible de manquer ou qui serait passible d'une négativité foncière, telle celle d'un défaut, d'une défaillance, qui serait pourtant à admettre inéluctablement. Donc un remplacement plutôt que d'avoir à y renoncer, grâce à un travail de deuil qui ouvrirait à quelques transformations de soi, en même temps qu'à une transitionnalité vers de nouvelles potentialités existentielles. Eh bien, je crois que je vais en rester là. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a répondu aux questions qui avaient été soulevées. Quand je vous ai dit qu'il aimait jongler avec les mots, ce qui fait que nous n'avons plus le temps pour notre part de poser nos questions si on veut que la salle, enfin, en tout cas s'il y en a dans la salle, c'est la demi-heure qui est consacrée.